focalisons-nous à présent plus spécifiquement sur les actions européennes avec Roland Caloyan, responsable de la stratégie Action européenne de Société Générale CIB. Bonjour et bienvenue Roland. Bonjour Grégoire. Bon, question pour les actions européennes. Après 4-5 mois de correction générale, les actions européennes n'y ont pas coupé évidemment. Quelle est l'analyse, l'état des lieux qu'on peut faire à ce stade si on regarde par exemple un indicateur de marché que beaucoup regardent, le PE, la valorisation du marché actions en Europe, les prix, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, Roland ? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la baisse qu'on a eue depuis le début de l'année, c'est essentiellement une baisse de la valorisation. Donc, le PE du marché en Europe est passé d'environ 16. On est aujourd'hui à 12,7. Donc, c'est vraiment effectivement un marché qui se traite sur des multiples plus intéressants. C'est bas, c'est très bas historiquement. Historiquement, si on regarde sur les 20 dernières années, si on regarde la moyenne, on est à peu près 10% en dessous. Donc, ça veut dire effectivement que c'est plutôt intéressant. Si on compare par exemple sur le marché américain, il y a quelques semaines, quand on avait atteint un point bas, parce que depuis ça s'est un petit peu retourné, on avait cassé l'écart de valorisation qu'on avait eu en 2008-2009, qui était de l'ordre de 30%. On est descendu à 35% d'écart de valorisation, de décote en Europe par rapport au marché américain. Et on peut l'expliquer évidemment par la situation géopolitique, les craintes de stagflation qu'il y a. Et ce qu'on a vu, nous, dans nos indicateurs de flux, c'est des décollectes très fortes, concentrées sur quelques semaines, en particulier au mois de février et mars, de la part des investisseurs internationaux, donc qui sont sortis du marché action, que ce soit sur les fonds actifs ou passifs. On a vu des décollectes vraiment très très importants. Et aujourd'hui, là aussi, quand on a un peu nos outils de positionnement, on voit que l'Europe est, en tout cas sur les marchés actions, très fortement sous-pondéré dans les portefeuilles. Oui, c'est ça, sous-détenu. Tous ceux qui voulaient vendre l'Europe ont vendu l'Europe depuis déjà quelques semaines. Si on reste sur l'aspect valorisation, vous dites 12,7 de PE forward, c'est ça, pour le marché européen. Quand on regarde la distribution de la valorisation, c'est assez homogène. Est-ce que tout le monde est autour de 12,5, 13 ou est-ce qu'il y a beaucoup d'écart, beaucoup de dispersion encore entre les plus chers et les moins chers d'une certaine manière, Roland ? Alors, si on regarde la distribution, au début de l'année, on a commencé avec une distribution qui était quasiment linéaire. C'est-à-dire que vous avez quasiment le même nombre de valeurs qui étaient entre 0 et 5 de PE, 5 et 10, 10 et 15, etc. Ce qui s'est passé avec la baisse des marchés, évidemment, c'est qu'on a eu un mouvement vers les PE les moins chers. Et aujourd'hui, on commence à avoir une courbe qui ressemble à une gaussienne. Et du coup, on la compare avec... parce qu'il ne faut pas oublier que la valorisation, elle est fonction des taux aussi. Donc, on compare un petit peu avec 3% de taux. On a eu ces périodes-là. Il faut remonter en 2018, on avait touché ça aux États-Unis, 3%. Il faut remonter aussi dans les années 2000. Et finalement, on s'aperçoit que cette gaussienne, cette distribution, elle a encore... on a encore des queues de distribution relativement élevées. C'est-à-dire... Il y a des extrêmes importants. Exactement. On a trop de valeurs qui sont value aujourd'hui, qui sont avec des PE en dessous de 10. Et on a encore dans le marché trop de valeurs qui sont avec des PE au-dessus de 20. Donc, effectivement, ça veut dire qu'on a encore un potentiel de rotation. On avait beaucoup parlé de la rotation au début de l'année sur ce plateau, entre les valeurs de croissance et les valeurs dites value. Et il y a encore ce potentiel pour nous de rotation. Le retour à la moyenne, ce qu'on appelle. Oui, le retour à la moyenne. Et puis, finalement, si on arrive à s'imaginer cette distribution, c'est comme vous l'avez très bien dit, ça veut dire revenir autour finalement de la moyenne, de la médiane, donc aujourd'hui à 12,7, et éviter d'avoir trop de valeurs qui vont s'écarter en termes de distribution. Donc aujourd'hui, on a toujours dans cet environnement avec des anomalies, on va dire, sur la distribution de valorisation. On a déjà fait une grande partie du chemin, c'est important de signaler. Mais effectivement, on va surveiller les taux, parce que effectivement, des taux à 3% aux États-Unis, ou 1,5, 2% peut-être demain en Allemagne, c'est pas la même chose pour la distribution des valorisations, et en particulier sur le compartiment croissance. Les investisseurs se posent la question des bénéfices, enfin des résultats des entreprises. Parce que jusqu'à présent, malgré les chocs qu'on a vécus, entre guillemets, tout le monde s'en est bien sorti. C'est-à-dire qu'il y en a eu pour tout le monde. Le pricing power était assez facile, entre guillemets. On a l'impression qu'on rentre quand même dans une phase un peu plus compliquée peut-être de ce point de vue-là. Est-ce que les bénéfices en Europe attendus sont en risque aujourd'hui, Roland ? Alors, juste un petit point. Les investisseurs que je rencontrais déjà avant les résultats du T1 me disaient c'est le moment de vérité parce que ça y est, on a eu... Oui. On a eu quand même des hausses, la hausse, on a eu beaucoup de choses évidemment qui étaient déjà là au présent en T1. Donc le T1 est fini à peu près, on a quasiment toutes les valeurs qui ont publié, et on a 70% des valeurs européennes qui sont arrivées avec des résultats en ligne ou au-dessus des attentes. Donc ce qu'on qualifierait, quand on regarde historiquement, plutôt d'un très bon trimestre.
Donc ça n'empêche pas, on voit bien les marchés continuer à être sceptiques en se disant les salaires n'ont pas commencé encore à augmenter, donc ça va se voir plus tard. Peut-être qu'il y avait aussi du hedging un petit peu sur les parties matières premières, etc. Donc effectivement, le marché reste, quand on parle avec les investisseurs, ok, ça a été un bon premier trimestre, mais à voir. Mais après, quand on écoute les entreprises, les résultats ont été bons, les guidances restent plutôt positives, plutôt bonnes. Il y a un autre point aussi que je voudrais mentionner. On a vu les bilans avec les résultats annuels et les T1 sont bons, ils sont très bons en Europe. Il y a du cash dans les bilans, donc voilà. Donc c'est effectivement sur la partie bénéficiaire, on est sur une croissance attendue cette année au niveau du marché de 14%. Alors attention, ça paraît très élevé. Oui. Mais il faut retraiter les matières premières. Enlevons l'énergie. Voilà. Mais on est quand même ex-énergie à autour de 8%. Donc ce qui est encore une ça reste bonne décent. Oui, ça reste décent. Ouais. Il ne faut pas oublier aussi, pour finir, que le revenu, ce que vous vendez, c'est du volume, mais c'est aussi du prix. Ouais. Et dans un environnement inflationniste, les prix, ils sont tirés par l'inflation. Ouais. Pour ceux qui ont du pricing power. Pour ceux qui ont du pricing power, évidemment, ça c'est important. Après, le marché va regarder, c'est aussi les marges. Ouais. Mais vous pouvez très bien avoir des marges qui vont un petit peu se compresser avec une envolée de votre top line, de vos revenus, qui vont faire que finalement, vos résultats vont plutôt être orientés à la hausse. Donc ça, c'est aussi une possibilité qui fait qu'effectivement, les résultats ne vont pas être forcément trop mauvais dans les trimestres à venir. Est-ce que quand même l'intérêt des investisseurs pour certains secteurs va évoluer quand on pense à la consommation? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des retailers américains, mais j'ai en tête que le secteur de la consommation de base, les staples comme on dit, a été présenté comme un secteur défensif, justement parce que c'était de la consommation essentielle, qu'il y avait finalement assez peu d'élasticité entre le prix et la demande pour le consommateur. Les prix peuvent monter, on aura toujours besoin de s'acheter des pâtes, du beurre, de la farine, même si ça coûte plus cher, etc. Et on s'aperçoit que c'est peut-être pas si évident que ça pour des grands distributeurs, par exemple. Oui, parce qu'évidemment, il va y avoir aussi des hausses de coûts, mais le marché se concentre en ce moment, a tellement peur d'une récession dans les trimestres à venir, et ça c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a une dislocation entre certains compartiments de marché qu'on appelle en anglais des bond proxy, donc c'est-à-dire des entreprises qui ont bénéficié depuis des années de la baisse des taux d'intérêt, parce qu'ils n'ont pas forcément une croissance très, très élevée. Quand on prend l'agroalimentaire, c'est une croissance soutenue, une bonne visibilité, mais ce qui a fait la différence, c'est la valorisation, parce que vous baissez vos taux d'actualisation. Ouais. Sans rentrer dans le détail, en gros, ces valeurs ont bénéficié de la baisse des taux. Ouais. Et qu'est-ce qu'on voit depuis le début d'année? Des taux qui montent partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'on voit? Ces valeurs continuent à très bien faire et à se performer. Au point qu'aujourd'hui, le secteur le plus cher dans le marché, c'est pas les semi-conducteurs, c'est pas la technologie, c'est même pas le luxe. C'est les valeurs agroalimentaires. C'est dingue. C'est le secteur agroalimentaire. Donc, en Europe, le secteur agro, le PE du secteur agro est plus cher que les secteurs... Tout à fait. Incroyable. Et la luxe, par exemple, aujourd'hui, vous le traitez en dessous de 20 fois. Ouais, c'est ça. On a des semi-conducteurs qui se traitent entre 10 et 12 fois. Donc, effectivement, on voit effectivement qu'il y a le marché à jouer défensif contre cyclique. Ouais. Et j'aime bien dire que finalement, quand on regarde les marchés de taux, ceux qui sont sur les obligataires, ils ont des craintes inflationnistes à moyen terme. Donc, c'est pour ça que les taux montent. Et que le marché action, lui, il a des craintes récessionnistes à court terme. Ouais. Si c'est aussi une question de... Et donc, juste pour revenir sur les attentes bénéficiaires, 8%, c'est ce qu'attend le marché. Vous êtes en ligne avec cette idée-là, Roland, chez Société Générale CIB? Nous, on est plus sur un scénario globalement autour de 2%. Donc, effectivement, on pense que ça peut être... Voilà, on peut ralentir au niveau de la croissance. Après, c'est qu'est-ce qui est pricé au niveau de la valorisation. Ouais. En particulier, ce 12,7 de PE, il y a évidemment les matières premières qui ont tendance à tirer à la baisse. Les secteurs défensifs, que ce soit la pharmacie ou les staples, à tirer à la hausse. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a quand même des secteurs très cycliques, l'automobile, les financières, qui aujourd'hui... tout ce qui est lié aussi à la consommation redevient vraiment très intéressant et aujourd'hui on est sur des niveaux de valorisation où on peut voir des croissances révisées à la baisse. Donc toujours c'est ce qui est pricé par rapport aux attentes. Bien sûr. Si c'est aussi une question de flux et de sentiments, vous l'avez dit, on a vu une décollecte assez concentrée là, sur les actions européennes, au déclenchement évidemment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le sentiment des investisseurs suit les fluctuations de marché, le marché est négatif, le sentiment des investisseurs est négatif. Qu'est-ce qui pourrait renverser ces facteurs un peu
psychologique et technique de marché selon vous, Roland? Alors, il y a la croissance bénéficiaire, évidemment, on en a discuté. Au bout d'un moment, les investisseurs repoussent toujours d'un trimestre en disant non, mais ce sera le trimestre suivant. Maintenant, on parle de 2023. Ça veut dire que les investisseurs ne vont pas acheter le marché jusqu'à 2023. Ça me paraît être... pourquoi pas? Moi, j'ai entendu des investisseurs me dire je veux voir des warnings sur les résultats du deuxième trimestre et je veux voir des cours de bourse qui montent. Pour moi, ce sera le signe que ça y est, on a peut-être atteint que le pire des mauvaises nouvelles est intégré par les investisseurs. Oui, historiquement, c'est ce qu'on voit, effectivement. C'est quand on voit les bénéfices, vraiment les analystes capituler, les entreprises arriver en disant c'est la fin du monde. Voilà. Et c'est là, effectivement, où on commence à avoir des points d'entrée intéressants. Mais vous dites que c'est pas évident qu'on passe par là. Parce que le Covid, par exemple, on avait vu effectivement les prix baisser très très fortement, et puis les analystes le consensus a mis du temps à réviser. Le point bas des révisions à la baissière, c'était quand même mi-avril, alors que le point bas du marché, il fallait acheter mi-mars. Donc on aurait raté déjà la moitié de la hausse dans ces cas-là. Après, ce que je pense, ce qui peut y avoir, c'est effectivement, on a besoin de ces grands investisseurs internationaux qui reviennent sur le marché. Je ne pense pas qu'ils vont revenir tout de suite. Ce qu'on peut voir, en revanche, c'est des rotations intrasectorielles, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, les valorisations des secteurs très défensifs que tout le monde a dans le portefeuille, parce qu'il y a une problématique aussi de détention. C'est-à-dire que si tout le monde a les mêmes valeurs et certaines valeurs sont délaissées, au bout d'un moment, évidemment, il y a des risques de voir des rotations et des mouvements très forts sur les prix. Donc là, on peut voir évidemment des rotations qui se mettent en place. Et donc, les bénéfices font partie pour moi, ça peut être un catalyseur. Le deuxième, c'est évidemment la Chine, parce que autant pour la valorisation, on regarde ce qui se passe côté américain, la Fed est importante, la BCE aussi, mais la Fed aussi. Autant quand on regarde les bénéfices européens, on est très sensible à ce qui se passe côté asiatique, côté chinois. Enfin, je veux dire, l'automobile, le luxe, les industries, les métaux de base. Enfin, je veux dire, la liste est longue des entreprises qui ont quand même une exposition très forte en Asie. Enfin, troisième point, l'inflation, les politiques monétaires. Et là, on est parti dans un cycle de hausse de taux. Ce qui, pour moi, est très important, c'est la tonalité et le momentum sur la tonalité. Et là, on voit qu'effectivement, ce qui va être très important, parce qu'ils se sont rendus eux-mêmes dépendants des chiffres, c'est les chiffres qu'on va avoir sur l'inflation sur les 2 prochains trimestres. Nous, on s'attend à ce que l'inflation continue au niveau séquentiel de monter, mais moins vite dans la deuxième partie de l'année. D'accord. L'inflation mois à mois en zone euro va quand même se calmer un petit peu à un moment à partir de cet été ou de l'automne. En ce moment, il y a une surenchère de tous les gens du board sur la Fed ou la BCE pour dire il faut faire 50, il faut faire 75, il faut avoir les taux positifs très vite. Donc on se rend compte qu'effectivement, ça, le marché n'aime pas. Le marché va apprécier une fois que on va être dans un cycle haussier plus traditionnel et qu'on aura une meilleure visibilité sur où on va et à quel horizon. C'est ça passe par une stabilisation de la tonalité, de la conversation au sein d'une banque centrale comme la BCE aujourd'hui. Bon, on suivra la réunion demain de la Banque Centrale Européenne. Attention, à ce stade, on a quand même toujours un risque de surprise à la hausse, bien sûr, en matière de hawkishness, de resserrement de la politique monétaire en zone euro. Merci beaucoup Roland Caloyan qui était avec nous, responsable de la stratégie Action Européenne de Société Générale CIB. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure d'émission sur Bismart.